My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh my tired feet, my tired feet brought me to that red boat, so still in foreign water. Vous, Saïd, j'aimerais qu'on commence avec vous parce que des danseurs déficients visuels professionnels, il y en a peu. Et donc, je voulais que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé à la danse. Écoutez, moi, finalement, la danse, c'est plutôt la danse qui est venue à moi sans aucune prétention. J'ai appris à connaître la danse contemporaine à travers Wim van de Keibus, qui est un chorégraphe belge, flamand, qui recherchait des personnes non-voyantes pour une prochaine création. Ce qui fait que, voilà, j'étais dans une institution spécialisée pour personnes déficientes visuelles, donc rien à voir avec la danse. Et l'annonce est arrivée dans cette institution, qui est arrivée chez moi. Voilà, j'ai pris contact avec ce chorégraphe, sans savoir exactement ce que c'était. Au départ, Saïd, il a beaucoup appris. J'ai la voix cassée, désolée. Il a appris en touchant les positions des danseurs et en essayant de reproduire la même position et puis le même mouvement qui se suit. Et après, avec Saïd, on a très vite compris qu'il y a un raccourci génial, fantastique à utiliser qui est l'imaginaire. Et en évoquant, en disant un mot, on peut, et ça c'est chez tout le monde et on le fait spontanément tout le temps, ça nous évoque quelque chose, une image dans soi-même et peut-être ça nous amène aussi dans le mouvement. Alors on s'est aidé de ça, on a fait un mouvement, mais après on a cherché une certaine qualité. Et cette qualité, on l'a cherchée à travers les mots et à travers les images. Donc j'ai voulu faire une pièce. Voilà, j'ai demandé à Odile qui a coproduit ce projet, donc par le Centre chorégraphique de Belfort. Mais alors, c'est là où ça commence. Je n'ai pas trouvé de non-voyants. Donc donc ce sont des malvoyants qui ont été intéressés par le projet. Donc l'association... Je m'arrête un instant là-dessus. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas trouvé de non-voyants. J'ai passé des petites annonces. Cherche non-voyants pour un projet de danse, etc. Voilà. Les seules personnes qui m'ont répondu, on n'est pas complètement non-voyants, mais ça nous intéresse, etc., etc. Ici, c'était difficile de rencontrer des danseurs. En Portugal, c'était la folie. Enfin, il y avait pas assez de... Je donnais 3 classes par jour et il n'y avait pas assez de classes. Il y avait un intérêt énorme. C'est certainement à cause de l'organisation portugaise qui avait travaillé beaucoup dans ce domaine, mais aussi l'organisation portugaise. Elle s'intéressait tout de suite, quand je l'appelais, des aveugles, elle s'intéressait tout de suite à ce travail. En France, ça a été plus difficile. Oui, ici, ça a été plus difficile. Je suis venue en 2005 demander à du rock. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes aveugles, nous, on ne danse pas. C'est vraiment le cliché avec le cliché que nous, on combat quotidiennement. Eux, ils le nourrissent. Alors là, c'est là où commencent toutes les péripéties de l'aventure, mais aussi la richesse, en fait, ce qu'on appelle l'activité empêchée chez les psychologues du monde du travail, c'est-à-dire en quoi cette activité empêchée est source de créativité. Parce que, par exemple, le seul, ils ne voulaient pas fermer les yeux, c'était impossible de perdre le tout petit peu de vue qu'ils avaient. Pour eux, c'était leur retirer l'essence. En plus, il y avait des bénévoles qui les emmenaient. Et au bout de la 2e séance, ils voulaient tous arrêter, en fait. Qui, les bénévoles? Non, les malvoyants. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient était décrit par les bénévoles. C'est-à-dire, tu ne vois pas ce qu'ils te font faire, vous vous roulez par terre, vous êtes ridicule, vous êtes en train de vous salir, etc. Donc, j'ai mis à la porte les bénévoles. Voilà, ça c'est fait. Donc on l'a tourné, je crois, 8 fois dans la région. Et puis après, on a commencé à aller à l'extérieur. Et donc là, c'était la 2e chose qui était difficile, c'était qu'on était programmé que par des festivals qui s'occupent de la danse et du handicap ou de la différence. Et moi, je voulais surtout pas ça, en fait. Je voulais danser dans des lieux
normaux, si on peut dire, c'est-à-dire pas montrer le handicap, mais au contraire le magnifier dans quelque chose. Voilà. Et puis en plus, ce qu'on expliquait tout à l'heure, partir en tournée, donc sans bénévole, pour moi, je rentrais de tournée, j'étais épuisé, quoi. Et, parce que ça demande un travail de vigilance, à la fois pour que ces gens-là soient autonomes, parce que c'était l'envie, et puis aussi, des fois, ils arrivaient à ras du bord de scène, quoi. Tous ces soucis en tant que chorégraphe, entre guillemets, je ne respirais pas. Je n'ai jamais eu autant le trac de l'extérieur, que je préfère être à l'intérieur, danser, que d'essayer de gérer tout ça. Quand on parle maintenant des émergence des projets scéniques qui incluent les personnes déficientes visuelles, oui, ça me fait penser que pour ça, on a besoin de s'inventer un cadre. Et un cadre, ça passe toujours par des institutions, par les organismes qui vont soutenir les projets. Par exemple, en Belgique, comme Saïdi l'a bien raconté, les institutions qui s'occupent de la personne aveugle et de médiation entre la société et comment l'inclure et tout ça, ça ne marche pas parce que, par tradition, sont dans une charité chrétienne et ils ne s'ouvrent pas à des projets nouveaux ou des projets qu'eux, ils ne considèrent pas qui les concernent. Et alors, quand on est en financement, on a évoqué la compagnie Wim van de Key où Saïd il a travaillé. Au départ, c'est une compagnie qui fait partie des établissements culturels belges. Alors, c'est des compagnies qui ont des ressources. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec des compagnies qui voudraient, à la suite des formations, créer des spectacles avec des personnes déficientes visuelles? Ça, c'est toute une question. Qu'est-ce qui relève de la vie quotidienne et qu'est-ce qui relève des questions qu'on doit se poser dans l'organisation d'un spectacle? L'organisation d'un spectacle, on a besoin de moi. Pour le spectacle, ce n'est pas un souci. Pour le spectacle, proprement dit, il n'y a pas de souci puisque je fais partie de la structure du spectacle. Donc là, je me sens quelque part autant utile que X ou Y. Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce que la question de comment, quand on est à l'hôtel, on organise ses sorties dans une nouvelle ville, etc., est-ce que c'est quelque chose qui doit être réfléchi dans le cadre professionnel de la tournée, de la troupe, ou est-ce que c'est quelque chose, comme vous disiez à l'instant, qui relève aussi après de l'organisation, des réflexions de chacun? Non, mais je crois que je pense qu'il faut qu'il y ait un échange. Et il faut éviter de faire comme moi je l'ai fait dans le passé. Je pense qu'il doit y avoir un échange au préalable. De se dire, voilà, comment on organise, comme, je ne sais pas, comme quand on va en vacances, il y en a qui aiment bien aller à l'aventure, il y en a qui aiment bien que ce soit un peu plus organisé. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'au préalable, c'est bien d'avoir un échange avec peut-être les autres danseurs ou avec l'organisation. Ou, après, c'est clair, il y a des affinités. Moi, dans les compagnies aussi, c'est vrai que c'est normal. J'avais peut-être plus d'affinité avec une personne qu'avec l'autre. Donc forcément, je vais peut-être me retrouver plus facilement avec une personne qu'avec l'autre. Pas un déficient visuel qui est pareil. Comme il y a des différences entre moi et toi, il y a entre moi et Saïd. Et c'est le même genre de différences personnelles par rapport à l'handicap ou sans handicap. Et que aussi, dans une tournée, comment ça s'est passé avec Saïd, c'est qu'il a tissé les liens très amicaux avec des danseurs et il a préféré être accompagné dans les sorties parce qu'il y a au bout d'un moment énormément de tournées, énormément de visites des villes qu'on ne connaît pas, alors pas pratique, qu'on ne voit pas et qu'on doit se déplacer seul. Alors il a trouvé la compagnie, mais de ses collègues. Et par contre, une autre fille qui a aussi travaillé dans la compagnie, elle a préféré pendant toute une période d'avoir un assistant. Alors c'est un petit peu comme les personnes le souhaitent et c'est difficile à prévoir en avance. La question s'adresse à vous deux. Est-ce que sur scène, ça demande un certain nombre d'installations spécifiques? Alors là, je parle de l'installation, je sais rien, des décors, des sons, de l'installation sonore. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques auxquelles il est nécessaire de penser, de prévoir? C'est bien de pouvoir avoir des repères, genre sonores ou tactiles au sol. Je ne sais pas, par exemple, le spectacle, le duo qu'on a fait avec Delphine Clairière, on a utilisé du papier bulle en tant que décor, mais en tant que matériel aussi d'orientation. Parfois, ce qu'on doit adapter, on peut le détourner
en esthétique. Il y avait un solo de Saïd où on a utilisé des chemins de câbles pour délimiter l'espace, et dedans il y avait la lumière, c'est-à-dire cet élément qui servait à la sécurité devenait un élément esthétique. On n'est pas toujours dans cette logique d'adapter tout absolument pour moi ou pour la personne déficiente visuelle. Ce que moi je trouve aussi très, je dirais à la limite très excitant. J'aime bien ce petit goût du risque, parce que voilà, danser quand vous ne voyez pas sur scène, il y a toujours cette prise de risque. On en a déjà parlé, c'est sécuriser un peu l'espace au maximum dans la découverte de l'espace. Ça, c'est une chose très importante de toute façon à faire. Et aussi, c'est vrai que le sol est très important pour nous non-voyants, pour la représentation de l'espace. Mais ce qui est intéressant, et ce que moi j'aime bien découvrir de plus en plus, de travailler de plus en plus, c'est les hauteurs. Et c'est comment aborder les hauteurs dans un espace scénique. Pour la production et organisation, je ne sais pas. Mais je voudrais mettre la main dans une autre question, dans une autre fourmilière, de vous faire penser que quand on travaille avec déficients visuels, très souvent, et quand on est chorégraphe ou metteur en scène, très souvent, on ne trouve pas des danseurs professionnels aveugles ou malvoyants. On trouve des personnes qui voudront faire la danse ou le théâtre avec une déficience visuelle, mais alors ça fait toute la différence parce que dans les motivations, mais aussi dans l'impact et dans l'organisation du projet. Et c'est très différent de travailler avec Saïd qui est danseur professionnel, aveugle, et il travaille comme tous les autres danseurs professionnels, et parfois il travaille aussi pour des projets où les personnes n'ont pas eu l'idée au départ de travailler avec un aveugle. Tandis que beaucoup d'autres initiatives, les chorégraphes ou les metteurs en scène se disent « Ah, on veut des gens non-voyants pour appuyer l'un ou l'autre discours, concept, pour faire ressortir ça. » Et alors, parfois, ça revient un peu au cirque. Et c'est tout aussi délicat que travailler avec n'importe quel handicap en présentation. Parce que quand on donne en présentation quelque chose qui n'est pas articulé, dans ce cas-là, les personnes qui n'est pas professionnelle, elle n'a pas de moyen d'articuler sa présence et son geste ou son mouvement sur scène, c'est-à-dire, c'est un peu en donne à voir, ça peut devenir un peu du voyeurisme. Quand vous mettez une personne qui n'a pas de formation en art scénique, c'est un peu la même chose, elle va donner quelque chose de très différent qu'une personne qui a d'expérience ou qui a étudié. Voilà, et ça c'est aussi, je pense, un débat très pertinent à lancer dans la professionnalisation des danseurs non-voyants. Pourquoi oui? Moi je suis absolument oui, un grand oui, parce que c'est génial d'échanger avec des gens dans la matière corps, dans la matière ressentie, parce que c'est ça pour moi la danse. Et une autre question, comment mettre ça en scène et qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours une très grande question qui reste pour moi.